Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous. Bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M pour une nouvelle émission. Bonsoir à nos invités. Hadda Hazem, bonsoir. Bonsoir. Abed Cherf, bonsoir. Bonsoir. Ihsan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Deux autres invités, évidemment, vont nous rejoindre incessamment. Alors, l'une d'entre elles ou l'une d'entre eux est même déjà venue. Voilà, nous assistons en direct à l'arrivée de Hassan Haddouche. Hassan Haddouche, bonsoir. Bonsoir, Hassan Haddouche. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On commence par vous, Abed. Je pensais que tu allais dire à Hassan Haddouche, qu'est-ce qui t'a retenu jusqu'à 18h dans les rues d'Alger? On a la réponse. On a la réponse. Les encombrements humains. Les encombrements inextricables, le 8 mars. Abed Cherf, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Celui qui peut comprendre peut faire un effort de nous expliquer. L'attaque d'un hôpital à Kaboul aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce que ça répond à quoi? À quelle logique? À quelle religion? À quelle voilà. Et plus de 30 morts pour le moment dans cette attaque contre un hôpital de la capitale afghane. Hadda Hazem, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? L'attentat contre le roi Salman, qui a failli passer cette semaine en Malaisie. En Malaisie, voilà. C'est tout. Une tentative d'attentat. Oui. C'est ça. D'accord, contre le roi d'Arabie Saoudite. Ihsan, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Hassan reprend son souffle quand même. Absolument. Le retour de l'imprimature dans la distribution des livres. C'est extrêmement inquiétant. J'ai eu une alerte cette semaine. Et les libraires sont tenus aujourd'hui de montrer d'où ils importent. Il y a une instruction qui soumet l'importation des livres qui parlent de la guerre de libération nationale et de l'histoire du mouvement national, qui soumet cela à autorisation préalable tenue par une commission présidée par le ministère des Moudjahidines. On retombe dans l'imprimature la plus basique et je crois que c'est un mauvais effet de l'affaire Bengana. Voilà, c'est sans doute après le livre de Feriel Furon, donc pour un peu éviter que ça se reproduise. On en parlera évidemment. Hassan Haddouche, vous avez repris votre souffle? Oui, ça va très bien. Mieux Alors, déjà. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ce qui m'a marqué, c'est le fait que le Premier ministre est très mal à l'aise avec les chiffres, apparemment. Il est fâché avec l'arithmétique, donc... Bon, je sais pas, il faudra peut-être on va peut-être trouver des explications au cours de cette émission. Quelle erreur il a fait? Il s'est trompé. Il s'est trompé dans les importations, la baisse des importations, etc. De façon assez grossière. Oui, et depuis, le Premier ministre a corrigé. C'est pas la première fois. Voilà, c'est pas la première fois. Ça lui était déjà arrivé l'année dernière sur un autre chapitre. Il a corrigé ses chiffres. Il a même envoyé un communiqué au site TSA qui en a parlé, avec les mêmes chiffres mais corrigés concernant les importations et les exportations. Vous faites bien de parler de chiffres, Hassan Haddouche, puisqu'on va parler on va commencer avec le volet économique et cette tripartite qui a eu lieu donc le 6 mars à Annaba. On pourrait parler du choix de Annaba et Hassan Qadi en quelques minutes parce que les gens et les habitants de Annaba disent que leur ville, que leur wilaya est délaissée depuis 1999. Est-ce qu'on peut le dire? Je pense que oui. C'était un pôle industriel qui d'une certaine façon, qui n'a pas réussi à conforter cette identité, puisque il y a toutes les difficultés que l'on connaît sur le pôle de l'Hadjar. Et puis en termes d'équipement public, on va dire c'est le tronçon d'autoroute qui n'est toujours pas livré. Donc Annaba est toujours isolé de l'autoroute est-ouest d'une certaine façon. J'ajouterais que le tramway n'a pas été réalisé à Annaba et des villes beaucoup de moindre importance ont eu droit à leur tramway. Ne serait-ce que sur ces indicateurs-là, les Annabis ont raison de penser que leur ville a été délaissée. Maintenant, ils devraient peut-être s'inquiéter au lobby puissant qui existe sur place et qui a peut-être empêché la ville de prospérer. Et c'est qui dirige ce lobby puissant?
Je réponds pas aux provocations. Merci. Donc oui, contrairement aux villes de l'Ouest qui, elles, ont beaucoup reçu de subventions depuis 1999. Cette tripartite, elle est particulière parce que, d'abord, elle se tient à Annaba et parce qu'on a l'impression que le discours a quelque peu changé, même si je sais que vous n'êtes pas d'accord, Hassan Haddouche, mais les experts qui, pendant des années, disaient que la situation est mauvaise, disent aujourd'hui que la situation s'est améliorée. Est-ce que la situation économique, selon vous, est mieux qu'avant ? Qui veut répondre ? Je peux essayer de répondre. Oui, commencez, Hassan. Moi, je pense que, il y a quelque chose qui va quand même beaucoup mieux, c'est la situation financière du pays. C'est la situation financière du pays qui va beaucoup mieux. Disons, moi, je crois qu'il faut qu'on se souvienne dans quelle situation on était au début de l'année dernière. Juste au début de l'année dernière, c'est-à-dire précisément au mois de mars. On était dans une situation qui était une situation de quasi-panique. Il y avait un début de panique. Pourquoi ? Parce que on avait fait une loi de finances 2016 qui avait été considérée comme très sévère, très dure, très austère, etc. Et puis, mais qui était basée sur un baril de pétrole à $45. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé qui n'avait pas été prévu, qui était imprévisible, c'est que le pétrole s'est véritablement effondré. C'est-à-dire qu'en janvier, on était à $27 carrément, et sur les 3 premiers mois de l'année, on a fait $30 en moyenne. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où vraiment le gouvernement s'est posé la question de savoir comment il allait boucler l'année. Beaucoup d'experts qui avaient commencé à écrire que le fonds de régulation des recettes, qui aurait pu servir quand même à, disons, financer le déficit, allait être épuisé au mois de juin. Tout le monde avait commencé à écrire au mois de juin, il n'y aura plus d'argent, comment on va faire ensuite pour boucler l'année. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a justement qu'on a commencé à parler de l'emprunt obligataire, du grand emprunt national, au mois de mars, et puis qui a été lancé très rapidement, un petit peu dans l'urgence, le 17 avril, etc. Bon, donc on était dans une situation l'année dernière qui était vraiment très très alarmante, très très inquiétante sur le plan financier. Bon, cette année les choses sont assez différentes parce que d'abord parce que c'est pas le même déficit qu'on a prévu. Les dépenses ont été réduites très sensiblement dans la loi de finances 2017. Donc, et par ailleurs, on a des prix pétroliers aujourd'hui qui sont relativement, disons, qui sont plus élevés que ceux qui étaient prévus par la loi de finances 2017. Donc, on risque de cette année, en fait, compte tenu du fait aussi que le FRR finalement n'a pas du tout été épuisé, contrairement à ce que beaucoup de gens prévoyaient, mais qu'il restait encore presque $10 milliards dans le FRR à la fin 2016. Donc, en fait, si les chiffres étant ce qu'ils sont aujourd'hui, si le baril de pétrole reste ce qu'il est, disons, jusqu'à la fin de l'année, en gros, le gouvernement peut passer l'année sans grande difficulté du point de vue budgétaire. Bon, il peut même se dispenser, c'est ce qu'il a un petit peu de faire, il peut même se permettre le luxe de dire on va peut-être faire un emprunt halal, mais c'est pas sûr, on va voir, on est en train de réfléchir, etc. Parce qu'il est dans une situation beaucoup plus confortable que l'année dernière. Abed Sherif, la situation économique est moins grave qu'avant et moins grave qu'on le disait. Est-ce que vous êtes d'accord ? La semaine dernière, Qadi Hassan disait que le gouvernement communique mal. En fait, il se trompe. La preuve, il communique très bien, y compris au CPP. Sur les déficits, sur le prix du pétrole, tous ces chapitres-là, ce sont des volets qui échappent au gouvernement. Le gouvernement n'a pas d'emprise sur le prix du pétrole. Ça lui échappe. Donc, il essaie d'agir ailleurs. Quand le pétrole a chuté, j'ai dit au CPP que les émeutes, c'est pas pour demain. Qu'il y avait de la marge, que le gouvernement pouvait puiser dans le gras pendant assez longtemps. Je me basais sur 2 arguments qui sont très simples. L'ancien ministre du Commerce avait dit que 30% des devises qui étaient exportées l'étaient illicitement. Ça devait, si on calculait à l'époque, ça devait faire autour de $18 milliards. Donc, on pouvait, avec une gestion meilleure, se passer de $18 milliards d'importation. On va dire, on va gérer juste à 50% bien, ça va faire $10 milliards. Donc, ça, premier résultat. Deuxième résultat, le gouvernement a annoncé par le biais d'un, je ne me rappelle pas le nom et la fonction exacte, c'était un haut responsable du ministère des Finances qui a dit que les projets d'équipement qui étaient lancés étaient réalisés autour de 65%. C'est-à-dire que concrètement, on mettait dans la loi des finances un certain nombre de projets en sachant qu'on n'allait pas les réaliser. Donc, on pouvait se passer d'un tiers des budgets d'équipement.
ça donne une marge immense. Et par contre, l'erreur sur laquelle on reste, c'est de maintenir le curseur bloqué sur le prix du pétrole. Si on oublie la question du pétrole, on fait combien de croissance? 3%, 3,5%, 3,25%, 4% dans les meilleures années. 5. Dans un pays qui peut faire une croissance à 2 chiffres. Potentiellement, c'est un pays qui peut faire une croissance à 2 chiffres. Quand un pays fait 3,5 de croissance, il faut 2 points doivent être consacrés juste à l'évolution démographique, en fait. C'est-à-dire, c'est 0. Si tu fais 2 points de croissance, tu maintiens les choses en l'état si tu enlèves l'évolution de la démographie, plutôt. Donc, concrètement, on a fait 2,5, 3,5, très peu. Le problème est là. Et comment changer de modèle économique? Là, je ne sais pas si M. Sellel a retrouvé le cartable dans lequel il y avait son nouveau modèle économique ou pas, mais on est toujours au même point. Hadda Ihsan, c'est changement de cap ou pas, selon vous? Pardon, c'est pas un changement de. Moi, je pense qu'on est dans le. On est en gros toujours dans la tendance décrite par le plan triennal de cadrage budgétaire. On est en gros dans cette tendance. C'est-à-dire que le gouvernement d'Algérie va encore faire des déficits en 2017. Elle va peut-être éponger un petit peu sur le solde global ce déficit parce que 2016 a été beaucoup plus mauvais que prévu. Mais en gros, on est dans la même problématique. Ce que moi je retiens de ce qui s'est passé à Annaba, et qui, de mon point de vue, est une grosse erreur de communication, c'est d'avoir réussi un peu à faire rentrer dans la tête des Algériens qu'on était en train de sortir de l'ancien modèle, qu'on allait vers un nouveau modèle, et puis tout d'un coup, de dire finalement, on peut tenir la route. C'est ça le message qui va être retenu. La crise n'est pas aussi perturbante que cela, et que donc on rouvre la possibilité de rester sur le statu quo. On rouvre la possibilité de continuer à faire tourner le système avec des subventions de la redistribution. Et donc, on se met en très grosse difficulté parce qu'en réalité, on ne fera pas d'excédent d'ici très longtemps. Je ne sais pas si Hassan pense qu'on fera des excédents en 2019 en fin de période. On n'en fera pas. Donc, on est d'accord. Voilà. Donc, on continuera à faire des déficits cumulés. Donc, on a intérêt politiquement à dire aux partenaires sociaux, le patronat, il peut l'entendre facilement. C'est plus difficile pour les syndicats. Ça ne va pas aller. 2018, 2019, peut-être 2020, on restera toujours dans. Donc il faudra continuer à serrer la ceinture et à essayer de changer de modèle. C'est pas ce qui s'est dit. Et donc de ce point de vue-là, je continue à dire, contrairement à ce que dit Abed, le gouvernement ne sait pas communiquer. Il a communiqué trop facilement, trop légèrement. Il a fait une erreur de communication. Hadda. Premièrement, أنا بالنسبة لي ما كانتش ثلاثية في اللي شفناها في عنابة. C'était un parti unique. سي الحكومه تشكر في الباترونا والنقابه تاع المفروض دفع العمال وعلى مناصب العمل وعلى القدره الشرائيه وعلى حتى المؤسسات. Il était en train de défendre le gouvernement, il a défendu Tebboune et l'intérêt de تاع العمال ما تجبدش خلاص. انا نشوف récemment جيونا des échos في الجورنال ou des gens يعني des boîtes qui sont en train de fermer, des gens qui se retrouvent du jour au lendemain au chômage, surtout chez les concessionnaires, et je pense que c'est pas encore senti mais on va le sentir bientôt. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leur job et c'est un problème immense. Peut-être mais dans quelques mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an, ça serait la catastrophe. Voilà. Et vous faites bien de parler de patronat parce que c'était la première rencontre entre Ali Haddad, le président du FCE, et le Premier ministre Ahmed Sellel depuis le fameux incident protocolaire du Forum africain des affaires. Je disais que c'était la première rencontre entre Haddad et le Premier ministre depuis le mois de décembre dernier. Alors vous avez dit que c'était un parti unique, que c'était le gouvernement qui parlait avec le patronat. Ils défendent tous la même chose, leurs intérêts, je pense, mais c'est pas l'intérêt du travailleur ni de l'économie du pays. Je ne sais pas, j'ai pas senti cette Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez senti, Hadda Hazem, et je pose la question aux autres également, que le Premier ministre a aussi indirectement critiqué la stratégie industrielle, comme le disent beaucoup d'experts? Est-ce que c'était un peu dirigé, orienté vers Abdeslam Bouchouareb? Non, je pense pas. Je pense que, bon, disons, si on veut éviter les polémiques, il y a effectivement
effectivement, on a un gouvernement qui communique pas très bien. On a un gouvernement qui communique pas très bien, en particulier, alors, sur les chiffres. Sur les chiffres, le Premier ministre n'est pas bon du tout. Il a fait déjà, l'année dernière, il s'était trompé sur les réserves de change. Il avait alarmé tout le monde en disant qu'on n'avait plus que 103 milliards de dollars de réserves de change. Ça avait créé, là aussi, une espèce de panique, disons, dans les médias. Bon, cette année, il a fait une grosse erreur encore en nous expliquant qu'on allait faire descendre les importations cette année à 30 milliards de dollars. Ça, c'est impossible, d'abord parce que il s'est trompé sur le chiffre de 2016, c'est-à-dire qu'il a annoncé qu'on était descendu à 35 milliards en 2016, alors qu'on était à 46 milliards l'année dernière. Donc, bon. Et là, il annonce pour 2017, il annonçait pour 2017, disons, 30 milliards de dollars d'importation. Ça, c'est tout à fait impossible. Alors, c'est embêtant parce que, pourquoi? Parce que c'est de la mauvaise communication sur un sujet qui est en fait un point fort du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose, le gouvernement a fait quelque chose d'important et de sensible depuis 2014, c'est qu'il a réduit significativement les importations. Alors, je ne sais pas s'il a joué sur moi, je pense pas que c'est la surfacturation. Non, on a divisé par 10 les importations de véhicules. Alors, évidemment, c'est pas de la surfacturation, ça. On a diminué les importations de ciment, d'acier, etc. On a diminué les importations dans beaucoup de domaines, donc on a fait des économies. Bon, on était à 60 milliards d'importations en 2014, on n'était plus qu'à 46 l'année, en 2016. Donc, on a économisé 14 milliards de dollars sur les importations, pas par une opération du Saint-Esprit, etc., ou par, comme dit Abed Charev, par des histoires de surfacturation qui n'ont, à mon avis, qui n'ont pas eu d'impact important, à mon avis. Bon, maintenant, le problème, c'est que le Premier ministre nous dit qu'on va aller à 30 milliards. Ça, c'est impossible, ça. C'est-à-dire que, d'une part, premièrement, il gomme les résultats qu'il a obtenus, qui sont des résultats très importants, très significatifs, mais d'autre part, là, il fixe un objectif qui est totalement irréaliste, parce que 30 milliards de dollars, c'est complètement impossible, parce que ça créerait des pénuries généralisées. On est déjà dans une situation où il commence à y avoir des éléments de pénurie sur le marché de l'automobile, du médicament, les bananes, etc. C'est un phénomène de pénurie, ça. Bon, je dis, pourquoi on ne va pas descendre plus que ça? Simplement, il suffit de regarder les chiffres. On a déjà les chiffres du début de 2017. On a des chiffres. Les gens n'ont pas fait attention aux chiffres de janvier et de février. On les connaît déjà. Ça descend plus. En 2015, en 2016, la tendance de l'année, elle était déjà présente en janvier, février. On la connaissait, les chiffres. C'était exactement les mêmes chiffres. Là, on a, en 2017, on a une stabilité complète, on a même une légère augmentation des importations par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que cette année, que les importations de l'Algérie vont buter sur un plafond, un plancher, je veux dire, pratiquement incompressible, qui est de l'ordre de 45 milliards de dollars. On ne fera pas moins. Sauf, si on veut faire moins, il va falloir prendre des mesures extrêmement dures qui risquent de provoquer des pénuries généralisées. Et je crois qu'on n'ira pas là. On n'ira pas dans cette direction. Il y a deux points. Il y a deux points séparés dont il faut parler de manière très claire. Le premier point, c'est que la baisse des importations, on l'a dit autour de cette table il y a longtemps, était possible. Parce que, par exemple, quand on prend les véhicules automobiles, les Algériens se sont équipés massivement dans les années fastes. J'en parle dans mon cahier, dans mon papier de demain, dans le quotidien d'Oran. Il y a eu un équipement, y compris un suréquipement du gaspillage. Et donc, le marché de l'automobile avait commencé à se rétracter à partir de 2013-2014, sans les effets, les licences, etc. Donc, sur beaucoup de domaines, il y avait, ça y est, les gens étaient équipés, donc il n'y avait plus besoin, ça devait baisser. Deuxième élément, il y avait beaucoup de gaspillage qu'il était facile de limiter. C'était possible. Là, on entre dans les choses sérieuses. À partir de maintenant, diminuer les importations, c'est risquer de diminuer les inputs pour la production locale, parce que les produits qui sont fabriqués ici, beaucoup d'entre eux sont fabriqués avec des pièces ou de la matière première importée. Et donc là, si on baisse les importations, ça va poser problème. Deuxième point, il y a les importations de produits alimentaires qui sont destinés à la consommation, la production de base. Personne ne va manifester si les bananes sont à 1000 dinars. Par contre, pour le lait, pour un certain nombre d'autres produits, ça va être très difficile. Donc, alors, je pense qu'il y a encore de la marge. Mais c'est une erreur de parler de ça.
d'avoir le curseur pointé sur ça, Ihsan, s'il te plaît. Parce que l'Allemagne importe 1000 milliards de dollars. La Chine importe 2000 milliards de dollars. Nous, on importe 40 milliards de dollars, c'est-à-dire 50 fois moins. Le problème, ce n'est pas dans la quantité, dans la masse qu'on importe. Le problème, c'est dans l'incapacité du gouvernement à avoir, y compris quand il y avait beaucoup d'argent, son incapacité à avoir une croissance de type chinois pour essayer, pour espérer en sortir dans 5 ans, dans 10 ans. Et il faudra, dans 10 ans, ce qu'il faut faire, c'est que dans 15 ans, on puisse avoir 100 milliards de dollars d'importation et 150 milliards d'exportation. C'est ça le but à atteindre. C'est ça la philosophie qui devrait guider le gouvernement. Monsieur Sellel qui n'arrive pas à lire ces chiffres, je ne vois pas comment il va pouvoir y arriver. Monsieur Sellel qui se trompait même quand il était ministre de l'Intérieur en annonçant les résultats des élections présidentielles et législatives. Non, alors quand Abd dit on rentre dans les choses sérieuses, en fait, oui, on rentre dans les choses sérieuses. Ce qui était possible de faire du côté des importations, c'est finalement ce qui était le plus facile à faire, parce que c'est des mesures de restriction. Aujourd'hui, il va falloir être inventif pour réaliser ce dont parle Abd, exporter 150 milliards pour 100 milliards d'importations, se mettre sur cette voie. Ça fait appel à la diversification, ça fait appel au bilan du ministre de l'Industrie, tu en as touché un mot, et ça fait appel, l'autre grand chantier, c'est celui de la transition énergétique, parce que c'est là où on peut faire des économies pour pouvoir libérer des quantités à l'exportation. Je rappelle que le retour des prix à des niveaux plus rémunérateurs, on peut imaginer $60 l'année prochaine, en 2018, ça ne fait que remettre en avant le vrai problème qui a été posé par Nbni dès 2012, le modèle exportateur algérien, c'est un problème de volume. Les volumes produits d'hydrocarbures ne sont pas suffisants, d'une part. Je rappelle que les appels d'offres de Al-Naft ont échoué depuis 7-8 ans, donc la recherche-exploration est en berne. Et puis, nous consommons beaucoup. Le taux de croissance le plus dynamique en Algérie, c'est encore celui de la consommation d'énergie, notamment avec l'électrification. Donc, ce sont les deux grands chantiers qui attendent les futurs gouvernements pour pouvoir faire face au contre-choc pétrolier. Ce qu'on pouvait faire du côté des importations, on l'a fait. Un mot, il y a des critiques à l'égard du bilan de Bouchouareb, le ministre de l'Industrie, parce que le modèle qu'il est en train de proposer est un modèle sélectif. C'est un modèle dont on se rend bien compte qu'il favorise certains types d'industries et certains types de promoteurs, ses amis, les amis du clan présidentiel. Ça se dit de plus en plus ouvertement. Dans le Conseil national de l'investissement, le CNI ont choisi les investissements qui peuvent être bénéficier des facilités et être adossés à un partenaire étranger dans le camp de ceux qui soutiennent Bouteflika. Et ça commence à ressembler à un vrai goulot d'étranglement. Ce n'est pas la seule critique qu'on a fait à Bouchouareb. On ne peut pas les citer toutes, mais il y a aujourd'hui dans le bilan de Sellel un élément de critique évident à l'égard de ce que fait Bouchouareb. On est au 21e siècle. Ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est reformater M. Bouchouareb et M. Sellel. Nous avons un gouvernement et des membres du gouvernement qui pensent autosatisfaction du marché national. C'est une absurdité en 2017. On est dans une économie mondiale où il y a de plus en plus de flux. Il faut s'inscrire dans ces flux et s'inscrire dans l'exportation. Être un partenaire de ce qui va se faire dans les 20 ans, dans les 50 ans qui viennent. Aujourd'hui, il y a eu un effort qui a été fait. On va produire suffisamment de ciment pour ne plus importer. Peut-être même qu'il va y avoir des excédents. Et on va en faire quoi? On va se rendre compte dans un an que cette logique était absurde. On ne s'est pas inscrit dans un flux d'économie internationale. Vous vouliez parler, Hassan Haddouche? Je voudrais quand même je veux dire, c'est bien de tirer des plans sur la comète, de dire voilà, il aurait fallu, il y a quand même, il faut quand même se replacer dans la situation où on était il y a 2 ou 3 ans, et puis la situation où on est aujourd'hui. Il y a 2 ou 3 ans, je veux dire, on était encore dans une situation où on importait la moitié de ce qu'on consommait en acier, on importait les 3/4 en médicaments, on importait tous les véhicules, etc., etc. Bon, là, il faut quand même donner crédit, si vous voulez, à ce gouvernement-là, d'avoir essayé
essayer, ça fait partie du modèle économique. Le modèle économique, il existe. Il y a des gens qui n'existent, des gens qui disent qu'il n'existe pas, c'est que bon, il n'y a pas plus sûr que celui qui veut pas entendre. Il y a une volonté. Il y a, si vous voulez. L'analyse qui est faite dans le modèle économique, c'est quoi? C'est que les pays émergents aujourd'hui, c'est les pays dont l'industrie représente au moins 15-20% du PIB. Chez nous, on était il y a encore il y a 2 ans à 5%. Maintenant, on nous dit 6-7% déjà. Bon, l'objectif, c'est le Maroc, il est à 14%. La Malaisie, elle est à 30%. Bon, voilà, je veux dire, aujourd'hui, la pierre de touche pour l'émergence économique, c'est quelle proportion de votre PIB vous, disons, représente l'industrie. Bon, l'objectif du modèle économique, c'est d'arriver à 14-15%. C'est de rattraper le Maroc. Maintenant, il faut rattraper le Maroc. Bon, ils sont très, très en avance sur nous. Bon, on commence à le faire parce qu'on va avoir effectivement, à partir de l'année prochaine, on va être exportateur de ciment. D'ici 2 ans, on va probablement être exportateur d'acier. C'est pas négligeable, ça. Je veux dire, dans quelques années, on n'importera plus de voitures. C'est pas bon, on importera évidemment les pièces détachées, mais on importe. Bon, il est possible aussi que dans quelques années, on soit, disons, quasiment autosuffisant en médicaments. Il y a une démarche. Bon, il y a une démarche aussi qui est mise en œuvre par Sonatrach, par le secteur des hydrocarbures, qui consiste à développer l'industrie pétrochimique pour transformer localement la plus grande partie des hydrocarbures qui vont être produits en Algérie. C'est pas des acquis, c'est pas des réalisations négligeables, ça, en quelques années. Alors, je veux dire, le Maroc, il a fait ça en 30 ans, Je veux dire, donc, il suffit pas de claquer des doigts pour dire, voilà, on est devenu un pays industriel où il faudrait qu'on exporte 150 milliards de dollars. Alors, Yassine, le tableau n'est pas aussi noir qu'on le dit au CPP. Est-ce que vous êtes d'accord? Des fois, je me demande si Hassan est sérieux quand il parle comme ça. C'est-à-dire on est dans une situation, on sait très bien que le gap dont il vient de parler, il est immense. Et ce qu'il faut faire, on peut pas parler comme ça. Quand on est économiste et qu'on s'intéresse à l'économie, on peut pas se contenter de ces ajustements. On sait quelle est la demande des investisseurs. Il y a une dizaine de secteurs en Algérie qui sont fermés à l'investissement privé. Le transport maritime, le transport aérien. La banque privée algérienne est fermée, les institutions financières, les fonds d'investissement, l'université, le modèle algérien, l'industrie est fermée. Le premier industriel d'Algérie, il est pourchassé dans son pays. C'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'il y a un climat pro à faire. C'est pas vrai. Il y a eu une loi sur les investissements. Est-ce que quelqu'un a vu un changement notable dans le climat des affaires à cause de la loi qui a été votée l'année dernière? Il n'est pas pourchassé dans son pays. C'est le premier industriel privé d'Algérie. Comment ça, il n'est pas pourchassé? Il n'est pas pourchassé. Mais il peut pas passer dans un colloque où il a été pourchassé de l'hôtel au Racine. Je sais pas si tu es au courant. Mais c'est autre chose. Donc non, l'investissement en Algérie, on pourchasse les investisseurs. Si on n'est pas un ami de Bouteflika, si on n'est pas Kouninef, si on n'est pas Haddad, si on n'est pas quelqu'un de proche de Saïd Bouteflika qui régule, on ne peut pas faire de grands investissements. Je connais des gens qui ont été obligés de se retirer d'investissements importants pour pouvoir les laisser se faire parce que leur nom était biffé par Bouchouareb. On est toujours dans cette logique-là. Et cette logique-là, je parle pas des médias, il y a une dizaine de grands secteurs d'activité qui sont fermés à l'investissement privé. Si toi tu penses, alors tu parles de Sonatrach c'est la chienlit. Sonatrach, ça ne va pas. Le métier de base de Sonatrach, c'est de creuser des puits. Donc creuser au moins 200 par an. Sonatrach n'arrive pas à creuser plus de 50 à 80 puits par an. C'est pas possible. Elle est en difficulté, Sonatrach. On peut pas dire que le relance. Alors, dans la stratégie, dans le renouvellement, dans la nouvelle politique économique, c'est pas que l'industrialisation, c'est être dynamique, c'est les services aussi. C'est beaucoup les services. Bon, les services, on n'a pas de géant algérien qui est en train de naître dans ces domaines-là. Donc, on peut dire qu'effectivement, ils font pas exactement la même chose qu'il y a 3 ans, mais on peut pas dire qu'il y a du changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. C'est une contradiction dans les termes. On ne peut pas, on ne naît pas géant. On est tout petit, on grandit. Je veux dire, tu es dans la même démarche que Jay-Z a été racheté par l'État. Jay-Z dans les services. On devrait exporter 150 milliards de dollars. Au moment du rachat de Jay-Z par l'État. Tu me dis qu'on devrait être la Chine ou l'Allemagne. 3 milliards de dollars, le rachat de 51% de Jay-Z par FNI.
on a dit avec Jay-Z, l'État algérien, le FNI va conquérir des parts de marché en Afrique. Mais non, mais vous Mais vous donnez envie de défendre Sellal. Vous donnez envie de défendre Sellal. On peut pas se contenter de ce bilan. À cause des arguments que vous utilisez. C'est-à-dire, notre ami Abed Sharef, vous le faites tranquillement. Abed Sharef nous dit, on n'est pas l'Allemagne. Mais, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on n'est pas l'Allemagne. J'ai pas dit qu'on n'est pas l'Allemagne. Je veux dire, ça fait 2 siècles ça fait 300 ans qu'on n'est pas l'Allemagne. Ne me faites pas dire, j'ai pas dit. Depuis quand est-ce qu'on est l'Allemagne? Depuis quand est-ce qu'on est l'Allemagne? En tant qu'économiste, est-ce que ça va? Est-ce que le changement va assez vite? La question, non, on oublie ça. La question, est-ce que le changement va assez vite? Non, bien sûr que non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas une raison. Ça va pas assez vite. Mais c'est pas une raison pour dire qu'on n'a rien fait, que c'est la chienlit. C'est la chienlit. Non, je parlais de Sonatrach. Je parlais de Sonatrach. Voilà. Alors, tous les points de vue ont été. Est-ce que j'ai dit qu'on n'est pas l'Allemagne? Vous aviez parlé de l'exportation de l'Allemagne et notamment de la Chine, qui était de l'importation. Non, j'ai parlé l'importation, pardon. Voilà. Vous avez fait le parallèle avec l'Algérie. Oui. Voilà. C'était. Mais c'est les amis de Sellal qui sont pas contents. C'est le FCE, qui sont pas contents de ce qu'il fait. C'est eux qui sont pas contents. Moi, je suis pas un ami de Sellal, moi. C'est pas mon problème, moi. Au CPP, chacun. Moi, Sellal, je l'ai jamais rencontré de ma vie. C'est Abed Sharef qui adore ce genre de débat. Moi, je suis pas un ami de Sellal. Je suis pas non plus. Au CPP. Je suis un ami de personne, d'ailleurs. Je suis ni un ami de Sellal, ni un ami de Monsieur Hamrouche, et je ne suis pas son porte-parole. Au CPP, chacun donne son point de vue. Moi, je suis un observateur et je constate que la production de ciment, aujourd'hui, on est excédentaire en ciment. Merci Hassan. Dans 2 ans, on sera excédentaire en acier. C'est une belle manière de s'aborder. C'était le dernier mot de cette première partie. Non, attends. C'est une belle manière de s'aborder des arguments qui étaient posés de manière relativement sereine. Oui, c'est pas moi qui commence. Je t'avais dit que... Laisse tomber, classe. La première partie du CPP s'est terminée sur le volet économique. On revient dans un tout petit moment. Restez à l'écoute de Radio M. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.